Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, salutations. Le monde est en train de se diviser en deux catégories de personnes. En premier lieu, nous avons la première catégorie, on va dire plutôt les entreprises ou les chefs de projet ayant une puissance financière assez gigantesque pour pouvoir mettre sur pied des systèmes d'intelligence artificielle du type OpenAI, Mistral, Gemini, etc. On va dire ça c'est vraiment la tête du peloton. Et à côté de cela, vous avez quoi? Vous avez maintenant, cette fois-ci, la masse. La masse, vous et moi, par exemple, ou des petites et moyennes entreprises qui, au quotidien, ne veulent que utiliser ce que peut apporter l'intelligence artificielle dans leur business en tant que levier. Et ici, donc, aujourd'hui, je vais vous montrer surtout de quelle manière il faudrait utiliser l'IA au quotidien pour pouvoir créer de la valeur. Bien évidemment que la seule principale raison qui préoccupe les gens, c'est de pouvoir conserver leur emploi, bien que cela va être de plus en plus difficile avec l'innovation qui est en train de se déployer à une vitesse grand V. Donc aujourd'hui, je vous montre un plan structuré pour comprendre comment on intègre un outil tel que ChatGPT. Alors, on va plutôt dire de manière générale un LLM, donc un grand modèle de langage. Un outil, donc, ça peut être ChatGPT, ça peut être un modèle chez Claude, chez Anthropic, ou un modèle côté Google, Gemini. Quel que soit votre modèle, l'ADA que vous aurez choisi, la méthodologie reste la même. Et avant de commencer et avant de poursuivre, je m'appelle Gabriel Binda, je suis architecte solution, ingénieur IA et expert évidemment. Je ne suis pas un expert pour le dire tout simplement, mais simplement, je préfère quand même le rappeler, bien que nous vivons dans un monde où tout le monde se déclare expert en tout genre. Toujours est-il que pour intégrer un élément, un outil tel que ChatGPT au sein d'un workflow, en fait, d'une chaîne de flux, il vous faut comprendre déjà votre chaîne de valeur. Donc, pour une entreprise, et même pour vous, en tant que entrepreneur, je souhaite par exemple créer un système dans lequel l'IA va être le moteur central dans ma décision de business, dans ma value en soi. Ici, je vous ai préparé un prompt qui vous permet en fait de comprendre. Je partage ici avec vous mon écran. Vous pouvez voir déjà que pour les entreprises, alors ça, on n'insiste pas assez, mais toujours actuellement, à l'heure où je fais cette vidéo, certaines entreprises encore et grandes entreprises peinent à intégrer, à savoir intégrer l'IA au sein de leur organisation. Parce qu'il y a on est encore au moment où la technologie balbutie au niveau des entreprises, des départements. Il y a toute la question de la maîtrise de la donnée, la souveraineté numérique, etc. Et après également le contrôle, parce que après avoir déployé un outil tel que ChatGPT au sein d'une entreprise, il faut donc former les collaborateurs. Ça reste encore toute une paire de manches, entre guillemets. Et ici, quelle que soit, en tout cas, la méthodologie ou le besoin derrière d'une entreprise, intégrer un outil, et cela va se faire de plus en plus au sein d'une entreprise, passe toujours par une méthodologie, par une rigueur assez soignée. Et c'est ça donc que je vous présente ici en question. Premièrement, donc les premières préoccupations des entreprises. Les entreprises galèrent à intégrer ChatGPT, donc il peut y avoir aussi trop d'enthousiasme, évidemment. On veut vraiment ne pas rater le train, mais on ne sait pas comment le faire, parce que évidemment il n'y a pas encore de cadre bien défini. Les standards du marché ne sont pas assez bien cartographiés. L'utilisation isolée, chaque employé au sein de l'entreprise utilise un peu ChatGPT à sa sauce, à sa manière. Et finalement, donc, l'entreprise peine à pouvoir rapidement capter le besoin qui pourrait facilement correspondre à son secteur d'avenir ou également apporter d'autres parts de marché, d'autres business. Voilà les premières préoccupations qui inquiètent les grandes entreprises. Et les salariés également, parce que par ricochet, les salariés également se posent la question du devenir de leur emploi. Je reviendrai là également sur cette question de savoir comment, entre guillemets, tirer son épingle du jeu avec ces outils qui sont de plus en plus performants. Et au sein d'une entreprise, qu'est-ce que l'on appelle un workflow? Donc c'est une séquence d'actions, par exemple, répétables. On essaie d'automatiser parce que évidemment toutes les tâches répétitives, faudrait automatiser cela pour que l'IA puisse s'en charger et l'entreprise ne
voudrait que se concentrer que sur son secteur clé, sur son marché principal. Et c'est là où, évidemment, donc on va s'intéresser à la question d'intégration profonde de l'IA au sein de l'entreprise. Donc, dans une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, quel que soit son marché, in fine, c'est de servir ses clients, apporter de la valeur à ses clients. Maintenant, dans le processus ou les processus qui ont été mis en place jusqu'ici, on souhaite intégrer un outil tel que ChatGPT pour que les clients soient toujours bien servis, mais d'autant plus par rapport à avant. Et si possible, prendre toutes les parts du marché, mettre la concurrence hors jeu. Ça restera toujours valable, quelle que soit la technologie d'ailleurs, le cœur du métier ou la logique de marché reste toujours la même. Maintenant, comment identifier cela? Premièrement, on identifie au sein de l'entreprise toutes les tâches, ce qu'on appelle entre guillemets du bullshit job, toutes les tâches répétitives, les tâches pour lesquelles un salarié n'a pas vraiment de valeur ajoutée. On va donc cartographier, aller répertorier, aller pointer du doigt toutes ces activités et ces tâches au quotidien qui n'apportent pas réellement de valeur ajoutée à l'entreprise et pour lesquelles l'entreprise passe un temps fou pour pouvoir donc maintenir à jour par exemple des systèmes obsolètes, des archives qui normalement auraient dû être gérées d'une autre manière. Et donc voilà là où on identifie premièrement le besoin principal d'intégrer un outil tel que ChatGPT, un grand modèle de langage. Et dans ce grand modèle de langage, vous avez un exemple ici, par exemple, dans un secteur d'activité où l'entreprise doit gérer, par exemple, les retours clients, les feedbacks. Donc, un ticket client, on va extraire les informations que l'utilisateur a pu fournir, un résumé et générer une réponse et apporter une réponse qui fasse sens pour l'utilisateur final. C'est un workflow, par exemple, une chaîne de valeur, on va plutôt dire en français, une chaîne de valeur clé et capitale pour l'entreprise dans ce secteur d'activité. Ça peut être dans la génération de brefs marketing, la synthèse RH, l'analyse de documents juridiques. Vous avez maintenant toujours dans cette hiérarchie, vous avez les 3 niveaux d'intégration de ChatGPT. Donc, aujourd'hui, comment cela s'effectue? Ce que la plupart des gens font tout simplement dans leur coin de manière individuelle, c'est d'utiliser alors parfois pas très souvent rigoureux, de faire des copier-coller de textes et donc prendre tout simplement ChatGPT et interroger ChatGPT sur tout et n'importe quoi, mais pas avec une méthodologie assez avancée. Je vous en parlerai sur cette question dans une prochaine vidéo. Comment dialoguer, comment converser avec ChatGPT, donc c'est-à-dire comment écrire in fine des prompts véritablement riches pour que la machine puisse vous donner des réponses aussi riches et variées. Donc aujourd'hui par exemple en Surface, ce qui se passe c'est ça, les gens font du copier-coller de texte et en retour cliquent sur le bouton voilà, entrer. Il y a maintenant une autre manière d'intégrer un outil donc ChatGPT, c'est de pouvoir prendre des outils complémentaires externes, par exemple des logiciels tels que Excel ou Zapier par exemple, et donc de fournir du texte ou de la documentation à partir de ces outils. Et ChatGPT devient en fait un assistant qui va aller rechercher cette information, résumer et enfin apporter justement des réponses à partir de ces informations de base documentaire qu'on aura mis en place. Maintenant, le vrai sujet, celui auquel je vous ai convoqué ici dans cette vidéo, c'est la 3e catégorie, le 3e niveau d'intégration. Ici donc, c'est que on est au sein des grandes organisations, on souhaite intégrer donc ChatGPT au cœur de la chaîne d'architecture logicielle de l'entreprise. Donc ici maintenant, on touche à un domaine très critique parce que il ne faudrait pas se tromper dans la mise sur pied de l'intégration de ChatGPT. Donc, on prend une API, on conjugue cette API avec la logique métier, donc la logique métier, le cœur du business de l'entreprise, les données internes, et après, on fournit des réponses adaptées aux utilisateurs.
Bon, pour le reste, pour celles et ceux qui n'ont peut-être pas assez de connaissances techniques, sachez que derrière, il y a des outils, des techniques pour pouvoir adresser ces solutions-là. Bon, maintenant, je vous présente un petit projet ou plutôt la méthodologie concrète réellement. Pour construire un workflow, cette fois-ci, vous avez quoi? Donc, j'ai posé la question ici à Claude, en fait, comment construire un mini workflow IA en entreprise avec cette méthode en 5 étapes. J'ai obtenu ceci, ici à droite, comme vous pouvez le voir. Je vais vous détailler, vous faire part du détail ici, d'accord? Première chose déjà, donc c'est un guide, hein. Vous pouvez prendre ceci comme un standard assez fiable en fait pour pouvoir maîtriser toute la chaîne de valeur au sein de vos projets. Vous avez quoi? Vous avez identifié donc un besoin principal. Alors Steve Jobs disait déjà à chaque fois que Apple voulait lancer un produit, une version d'iOS ou une nouvelle version d'Apple tout simplement, iPhone et en particulier, vous avez au cœur de la question principale toujours le besoin principal. On n'est pas ici à ce moment clé, à cette étape-là, on ne pose pas la question de la technologie. La technologie n'est qu'un outil. La technologie n'est qu'un levier qui va être utilisé pour pouvoir atteindre l'objectif. L'objectif reste, en l'occurrence pour Steve Jobs, c'était de mettre sur pied des produits innovants, changer le monde quasiment, parce qu'il était dans une forme d'excellence quasiment, on va dire religieux. Bon, ouais, je ferai étalage également de la logique de Steve Jobs, en tout cas quelqu'un qui a vraiment apporté dans l'écosystème de la tech et son innovation et sa manière de penser les produits en amont, de manière profonde. Donc on est véritablement dans cette étape ici, identification. C'est quoi le besoin? Pourquoi est-ce que je vais mettre tel système en place? Pour qui? Et quel est le comportement parfois que je souhaiterais modifier au quotidien? On est quasiment dans cet ordre-là. Quand vous creusez la question du product market fit au sein des grandes entreprises, donc Apple en particulier, qui a vraiment vulgarisé, on va dire, cette idéologie-là à travers Steve Jobs et bien d'autres fondateurs, c'est qu'on est véritablement dans la question de je souhaite quasiment changer le comportement des utilisateurs ou gagner d'autres parts de marché et apporter une modification dans la société en utilisant mon produit. Une fois que vous avez identifié cela, donc dans la logique métier, on va formaliser. Donc formaliser, essayer de trouver des stratégies pour pouvoir atteindre ce but. Tout cela, in fine, quand c'est très bien fait, on peut maintenant, je dis bien on peut maintenant, ici, intégrer la technologie comme levier directeur et principal pour pouvoir donc aller plus rapidement. Donc aujourd'hui, puisqu'on parle de l'intelligence artificielle, on va utiliser l'IA dans les projets adaptés à l'IA. Je vous dis aujourd'hui parce que certaines personnes confondent encore le fait que il ne suffit pas tout simplement d'intégrer l'IA au sein d'un système pour que on soit garanti que la valeur ajoutée sera garantie en sortie. Il y a des projets pour lesquels l'IA n'est pas essentielle. Il y a des projets pour lesquels l'IA n'a pas d'utilité. Mais toujours est-il que, comme parfois nous vivons dans un monde où les gens suivent le buzz, et les entreprises également cherchent des subventions. Donc tout est bon pour pouvoir mettre l'IA à toutes les sauces et avoir des subventions et etc. derrière pour justifier un budget qui normalement n'aurait pas dû être à ce niveau-là. Dans tous les cas, lorsque on a bien identifié un besoin pour lequel l'IA est le levier fondamental, ça reste dans la partie formalisation. Et maintenant, on va créer évidemment, donc on va développer, déployer la solution, automatiser. On automatise bien évidemment toutes les tâches répétitives dont je vous ai fait part précédemment
Et après, maintenant, il y a tout un système de contrôle. La supervision humaine reste vraiment important à ce niveau-là. Donc voilà le processus de manière générale. Premièrement, donc, identifier une tâche répétitive, trouver des tâches chronophages, d'accord? Ça, je pense que vous pouvez assez rapidement identifier dans votre secteur, dans votre cœur d'activité, quelles sont les tâches répétitives. Un exemple concret, par exemple, au quotidien, nous rédigeons des emails, d'accord? On fait de la classification des tickets support, de la génération de rapports ou de la modération de commentaires clients. Voilà des tâches répétitives pour lesquelles l'IA pourra être un bon point pour aller plus rapidement et servir et passer à d'autres choses. Quand on dit aller plus rapidement, c'est parce que on estime qu'il faudrait accorder plus de temps à d'autres tâches beaucoup plus intéressantes. Donc le critère de sélection que je vous donne ici et que j'ai assez travaillé, c'est si par exemple une tâche est faite plus de 5 fois par semaine, on peut déjà catégoriser cette tâche comme une tâche répétitive. Et si ça prend par exemple plus de 30 minutes à réaliser, c'est également le cas. Voilà quelques critères également qui vous permettront d'identifier les tâches répétitives. Deuxièmement, on formalise le besoin. Formaliser le besoin, c'est définir précisément les entrées, les sorties, les contraintes de votre processus. En entrée, quelles sont les données qui sont traitées? Les retours clients, les clients font des retours sur des produits consommés. Et en sortie, quels sont les résultats attendus? Comment on gère ce retour en fait, que ce soit positif ou négatif? Les contraintes métiers, les délais de livraison dans la logistique ou la validation et tout le reste. Il y a également des exceptions. Tout cela rentre en compte dans les contraintes. Un exemple avec un email, donc le suivi. Donc en entrée, vous avez le nom du prospect, l'entreprise, le produit discuté, la date de dernier contact. En sortie, vous avez un email personnalisé. Ça peut être un email de validation, de finalisation d'un contrat, avec un ton professionnel mais chaleureux et des contraintes du style mentionner le bénéfice du produit. Bref. Ça, c'est la formalisation du besoin. Et après maintenant, qu'est-ce que l'on va faire pour maintenant accompagner ce besoin-là, cette formalisation? On va créer un prompt. Donc, je ferai une vidéo beaucoup plus large sur la question, la raison fondamentale de comment on discute avec une IA. On ne discute pas avec une IA tel qu'on discute avec son ami au quartier ou dans un bistrot. Non. Alors, sachez que ces outils sont assez puissants, bien évidemment, mais derrière, pour obtenir des réponses concrètes et des réponses qui font sens, il faudrait adopter la logique de discussion de prompt à prompt. Le langage naturel est assez ambigu, et donc pour la machine à ce stade, il faudrait rester dans le cadre du prompt pour pouvoir continuellement s'assurer qu'on aura en sortie des réponses concrètes et précises. Et en l'occurrence, il faut donc connaître surtout comment rédiger un prompt. Je précise encore, il y a une différence fondamentale entre un prompt et une question. Une question, elle est directe. Donc, en quelle année est mort tel acteur ou telle célébrité? Ça, c'est une question. Un prompt, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus vaste qu'une question. C'est une question et plus un contexte par la suite. Dans le contexte, on va par exemple indiquer de quelle manière on voudrait que l'outil puisse nous répondre, si on a un template de référence. Donc, on va rajouter comme ça des métadonnées, ce qu'on appelle des métadonnées contextualisées pour que la machine puisse suivre en fait une direction, un sens. Et la différence fondamentale, elle est là. La question, pour le dire autrement, est une sous-partie du prompt. Et quand on a compris ça, on sait très bien que pour ces outils-là en question, on ne va pas écrire que des questions, mais on va plutôt stabiliser le besoin et la formalisation à travers les prompts. Parce que les prompts, en fait, sont nos garanties que le système va quasiment à 80% et voire plus répondre d'une certaine manière adaptée. Et par conséquent, derrière, l'utilisateur final aura l'impression que il est en train de dialoguer avec un humain. Voilà le cœur réel du pourquoi. Lorsque vous échangez, discutez avec ces outils en question derrière, je vous prie, utilisez le plus souvent des prompts. Vous pouvez utiliser parfois certaines questions, mais à partir du moment où
vous avez déjà établi un long contexte avec l'outil. Donc, l'outil pourra remonter à l'historique quelque part de vos échanges pour pouvoir donc vous apporter certaines informations. Bref, voici la structure d'un prompt. Comment rédiger un prompt? Faites un copier-coller même de cet écran, d'accord? Gardez ça chez vous et pensez-y à chaque fois que vous devriez discuter avec ChatGPT. Comment on développe un prompt précis, testable et reproductible? Je vous avais dit reproductible, donc avoir une direction stable des résultats en sortie quasiment de l'ordre de 80 voire plus 90% en sortie, qui donne des résultats cohérents. Un rôle, donc tu es un expert dans un domaine, ok? Un contexte, une tâche bien précise à réaliser, un format de sortie, donc un template comme je vous disais, des contraintes. Je souhaite une réponse, mais pas une réponse qui dépasse plus de 20 000 mots, par exemple. Des exemples également pour illustrer le résultat attendu. Voici un exemple. Donc, tu es un commercial expert. Ça, c'était le rôle. Le contexte, rédige un email de suivi personnalisé pour relancer un prospect après une démonstration produit. D'accord? Vous avez également le nom, l'entreprise, le produit, la date démo, le format de sortie, pas plus de 150 mots. Le ton, un ton professionnel, chaleureux ou pas, enfin, etc. Voilà la structure stable d'un prompt. Vous avez tous ces éléments-là qui devraient être partie intégrante de votre prompt. Et en sortie, vous aurez donc des sorties assez riches. Une fois que l'on a fait ça, on va donc automatiser cela à travers des outils de no-code. Alors, le no-code, c'est très bien pour souvent des produits dans lesquels on voudrait rapidement avoir une version MVP. D'accord? Ça permet de tester rapidement le besoin, de voir réellement, concrètement ce que fait l'automatisation. Donc aujourd'hui, vous avez ces outils, je vais pas tous les citer. Voilà, Zapier, Make, Power Automate et tout le reste, Google Apps Script. Et donc ces outils-là vont nous permettre d'être branchés avec ChatGPT pour pouvoir, une fois un trigger détecté, donc par exemple un nouveau prospect qui est intégré dans le CRM, on va donc faire appel à l'IA pour que l'IA puisse générer un email. L'humain dans la boucle va servir de superviseur, de contrôleur, pour que de temps en temps, pour s'assurer que la machine ne dérape pas. Voilà, je pense que vous avez... mettez en commentaire si vous likez, bien évidemment, et partagez cette vidéo. Si vous en faites pas, je vous donnerai ce template pour que vous puissiez vous l'approprier. Mais je répète une fois de plus, il faudrait suivre cette méthodologie standard pour pouvoir savoir comment discuter, échanger avec un outil d'intelligence artificielle de type grand modèle de langage. Premièrement, donc, identifier un processus de manière générale. Dans ce processus-là, qu'est-ce que je souhaite apporter, quelle valeur métier est importante, etc. Et après, où est-ce que j'apporte de la valeur, où est-ce que j'intègre l'outil. J'intègre l'outil dans des tâches répétitives, dans les tâches où je voudrais que l'humain ne passe pas assez trop de temps là-dessus parce que ce sont des tâches déjà assez matures. Et après, donc, je automatise tout cela avec une API et un prompt comme élément directeur qui va toujours en toutes circonstances, avec un score de fiabilité à plus de 90%, apporter une réponse riche à mes utilisateurs finaux. Sur ce, je m'arrête là. Je vous dis à la prochaine. Mettez un pouce, bien sûr, et partagez cette vidéo pour que cela puisse aider tout un tas de personnes là d'ailleurs qui voudraient s'approprier ces outils. Comme je vous ai dit, le monde est divisé en deux catégories. La première catégorie des personnes qui créent véritablement des outils d'intelligence artificielle. J'en ferai une vidéo là-dessus, j'en ai déjà fait, mais également, ici, aujourd'hui, on était principalement sur la deuxième catégorie, la masse des personnes qui voudraient savoir comment utiliser l'IA au quotidien. Voilà, je m'arrête là et j'espère que ça a été très clair. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez à nouveau regarder cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.